La Première Guerre mondiale, c'est la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Non, en vrai je rigole, mais c'est quand même la 6ème, ce qui est vraiment pas mal. Avec ses presque 19 millions de morts, elle a laissé sur son passage un continent entier traumatisé, l'Europe. Elle a détruit des millions de vies et bien sûr, tout le monde savait que le perdant allait l'avoir en travers de la gorge. Sauf si on décide d'anéantir l'ennemi pour qu'il ne puisse plus se relever. Stratégie très efficace et surutilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant cela, un peu de contexte. Le 21 mars 1918, dans les plus hautes sphères allemandes, l'état-major est clair. L'Allemagne va sombrer si le cours de la guerre ne change pas. En effet, les Alliés vont bientôt voir leurs forces doubler grâce à un nouvel arrivant, les USA. Ils décident alors de lancer l'offensive de la dernière chance, l'offensive Ludendorff, en hommage au général Ludendorff. C'est leur plus grande offensive depuis le plan Schlieffen du début de la guerre. Ça y est, l'offensive peut être lancée et toutes les unités allemandes sont prêtes. Le cours de la guerre peut enfin changer. Mais les forces de l'entente anticipaient et contre-attaquaient toutes les tentatives de percée allemande. De plus, le ravitaillement mettait trop de temps à venir. Avec tout ça, le 18 juillet 1918, avec presque 700 000 pertes allemandes, ils décidèrent d'arrêter. L'armée du Kaiser était démoralisée, anéantie. En bref, elle ne pouvait plus se battre. Et ça, les Alliés l'avaient bien compris. Les forces de l'entente décidèrent de lancer la contre-attaque. Les Alliés dominaient les Allemands dans tous les domaines. Cette offensive des 100 jours, qui a duré en réalité 93 jours, soit du 8 août au 11 novembre 1918, fit 1 300 000 pertes allemandes et presque 1 100 000 pertes du côté allié. L'offensive des 100 jours, pour les Allemands, c'était une déroute totale, car c'est une offensive où les Alliés ont réussi à reprendre des territoires perdus durant l'offensive du plan Schlieffen du tout début de la guerre. Le rapport de force en novembre 1918, c'était un bâton côté allemand contre un tank côté allié. Pour ne pas arranger le tout, l'Allemagne dans ses frontières souffre tout autant. Sa population n'en peut plus de la guerre et c'est d'ailleurs notre prochain point. Dans ses frontières, en 1918, l'Allemagne subit un blocus des Anglais et de ses alliés depuis 1914. Ça fait 4 ans que son peuple crie famine, ce qui amène à des soldats démoralisés qui font des mutineries. En plus, le 28 janvier 1918, des ouvriers allemands appellent à la grève générale car ils veulent la paix. Ces mêmes ouvriers font peur au gouvernement allemand, qui ne veut mais alors pas du tout une guerre civile bolchevique dans son pays comme ce qu'il y a eu en Russie par exemple. Ils décident donc de réformer leur gouvernement et de changer de régime pour aller vers un régime parlementaire. On l'appelle la réforme d'octobre. Mais les sociodémocrates, qui sont plus représentés pour ne pas se taper de révolte communiste, sont détestés par l'extrême droite qui a peur de ces juifs. Tout ce qu'a tenté de faire Guillaume II le Kaiser n'a servi à rien, sauf à retarder le mouvement insurrectionnel des Allemands. En effet, le 29 octobre, des marins des navires de guerre de la base de Kiel refusent d'appareiller, conduisant à des mutineries qui se répandent dans tout le pays. Des mouvements révolutionnaires de gauche sont créés. Le 9 novembre, soit 10 jours plus tard, après que le Kaiser n'ait cru en vain que la répression par son armée de cette révolution était faisable, il décida d'abdiquer. Le même jour, la République d'Allemagne est créée et 2 jours plus tard, il signe un armistice. Armistice signé par un juif de nature qui s'est converti plus tard au catholicisme. Et le fait que le signataire d'un armistice humiliant soit juif, ça enrichit la propagande d'un moustachu des années plus tard. Mais revenons au sujet principal, maintenant que vous avez le contexte. Après leur défaite de l'offensive des 100 jours, les Allemands décidèrent de se replier pour protéger leurs frontières, la Vaterland. De plus, suite à leurs nombreuses pertes, les Allemands passent de 207 divisions en juillet 1918 à seulement 184 en novembre de la même année. En plus, dans ces 184 divisions, toutes sont des divisions de barons et qui sont en manque et d'effectifs et de matériel. Du côté des Alliés, les renforts américains sont enfin arrivés et presque 250 000 hommes arrivent sur le front, ce qui donne un petit boost de morale aux Franco-Britanniques. Le maréchal Foch, alors chef des armées franco-britanniques, décide de porter une dernière offensive, un dernier coup, pour mettre à genoux les armées du Kaiser. Dans leur GQGA, grand quartier général des armées alliées, situé à Senlis dans l'Oise depuis le 18 octobre 1918, les franco-britanniques décident du lieu de l'offensive, la Lorraine. C'est un choix très intéressant, car 161 divisions allemandes sont placées entre les Pays-Bas et la Meuse, alors que seulement 23 en sont alignées de la Suisse à la Meuse. Aussi, il est très difficile pour les Allemands de ravitailler ce secteur, car il manque de chemin de fer dû au fait que la Lorraine est sous domination allemande que depuis 48 ans. Cette opération sera commandée par le général Castelnau.
Le rapport de force est écrasant en faveur des Alliés, qui disposent aussi de moyens aériens et de chars d'assaut dont les Allemands sont dépourvus ici. Pour la première fois depuis le début de la guerre, une victoire humiliante semble à portée de main. Le but concret de cette offensive, c'est de récupérer la Moselle et pourquoi pas prendre la Sarre et d'ensuite avancer jusqu'en Rhénanie, grande région industrielle allemande, qui mettrait à mal leur ravitaillement. S'ils réussissent, les troupes allemandes en Belgique seraient isolées et le gros de l'armée allemande serait encerclé. De plus, la France pourrait imposer à l'Allemagne un traité très dur pour celle-ci, encore plus dur que le traité de Versailles, car elle détiendrait des régions stratégiques allemandes. Rappelons que parmi les buts de guerre poursuivis, au-delà de la simple récupération de l'Alsace-Moselle, nombreux sont ceux souhaitant l'annexion de la Sarre qui offrirait à la France l'indépendance énergétique, mais également le détachement de toute la rive gauche du Rhin qui deviendrait une république indépendante sous protectorat français. Cette offensive semble donc garantir une victoire décisive pour la France, de nature à restaurer sa puissance sur le plan européen et à garantir une paix durable. Néanmoins, et vous le savez très bien, les Allemands ont demandé un armistice et il se déroula le 11 novembre. Pourquoi ne pas avoir rejeté cette demande des Allemands? Eh bien, les buts de guerre des Alliés en général et non ceux des Français sont globalement atteints. Ils ne voient pas l'intérêt de continuer la guerre. Bien au contraire, l'Italie a signé un armistice avec l'Empire austro-hongrois, son principal ennemi, et occupe déjà les territoires convoités du Trentin et de Trieste suite à sa victoire décisive de Vittorio Veneto. Les Belges, favorables à un écrasement de l'ennemi, ne souhaitent pas voir pour autant leur pays, encore en partie occupé, subir les ravages des combats s'ils devaient se poursuivre. L'Angleterre a atteint tous ses objectifs. L'Empire ottoman est vaincu, la flotte allemande neutralisée dans le cadre de l'armistice, et surtout, suivant sa vieille stratégie de l'équilibre continental, elle ne veut pas voir une France trop puissante à la sortie de la guerre face à une Allemagne dévastée. Les États-Unis ne sont pas non plus favorables à l'écrasement total de l'Allemagne pour des raisons politiques et économiques. De plus, après plus de 4 ans et demi de guerre, de sang versé et de sacrifices, reprendre une offensive importante alors que la paix est proposée paraît surréaliste. Il s'agit dorénavant de mettre fin à la guerre. Le maréchal Foch lui-même, atteint comme beaucoup d'autres chefs par la mort au combat de son fils, ne voit aucune raison de poursuivre par la guerre ce qu'il vient d'obtenir à Rotonde avec l'armistice. Pour lui, l'armée a fait son travail, c'est désormais aux politiques de faire le leur. A l'inverse, Pétain et Castelnau, ou le général Mordac entre autres, sont favorables à une poursuite des hostilités jusqu'à l'obtention d'une capitulation sans condition. Certains l'avaient prédit, comme Pétain par exemple, que le choix de ne pas mettre les pieds en Allemagne allait provoquer une incompréhension chez les Allemands. Certains Allemands qui voient les soldats rentrer chez eux avec la défaite sur leur dos sont surpris. Pourquoi avoir capitulé? La région industrielle de la Rhénanie est encore intacte. La capitale, Berlin, est comme neuve. Et pourtant, on a décidé de capituler et c'est un juif qui aurait signé de sa main l'acte de capitulation. Pour les Allemands, c'en est trop. Ils ont un sentiment de trahison vis-à-vis de leur gouvernement qui formait autrefois la République de Weimar. C'est comme un coup de couteau dans le dos pour eux. Pour ne rien arranger, le 28 juin 1919, 5 ans après le début de la guerre, le traité de Versailles fut signé. Un traité humiliant pour l'Allemagne, avec de lourdes réparations de guerre qu'elle payait jusqu'en 2010. Cette dette, avec une économie allemande fragile, l'a mis dans le gouffre. La population allemande subissait une inflation record, avec en 1914, un dollar qui valait 4,20 marks, et en novembre 1923, année de l'hyperinflation allemande, un dollar qui valait 4,2 trillions de marks. En plus, certains Allemands devaient déménager, car du jour au lendemain, leur maison passait sous territoire polonais ou danois. Un moustachu venu de Vienne profita de ce gouffre que subissait la République de Weimar pour gagner en popularité chez le peuple allemand. Un sentiment revanchard envers la France va être développé par le moustachu. Si seulement la France et ses alliés avaient décidé de mener à bien cette opération, alors le moustachu ne serait pas monté au pouvoir en Allemagne. Un génocide et une guerre auraient pu être évités, car le peuple allemand aurait compris et admis qu'il ne pouvait plus se battre.